On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une autre concurrente de La Voix qui est issue de la région. Elle vient de Chambly. Elle s'appelle Mélina Laplante et elle a été choisie dans l'équipe de Marc Dupré. C'était dans la diffusion du dimanche dernier. On la reçoit dans quelques instants. Mais d'abord, on vous parle des nouveaux entrepreneurs. Il y en a 37 sur le territoire du Haut-Richelieu. C'est 3 millions d'investissements, c'est de la création d'emplois, 59 nouveaux emplois. Bref, on fait le tour de la question avec Sylvie Lacroix du Conseil économique. Le 21 janvier, le Conseil économique du Haut-Richelieu, CLD, tenait son activité 5 à 7 entrepreneuriat, où on soulignait notamment donc 37 entreprises. On parle ici de nouveaux entrepreneurs en 2013, plus de 3 millions d'investissements et une création d'emplois de 59, donc 59 emplois. Pour faire un peu le bilan de l'activité aussi de 2013 concernant le volet des nouveaux entrepreneurs, avec nous la directrice générale du CLD, Sylvie Lacroix. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, quand on parle d'économie, parfois on parle de mauvaises nouvelles. Il y en a, il faut les commenter. Il y a parfois aussi des bonnes nouvelles. On parle d'entrepreneuriat, on parle de nouveaux entrepreneurs. Est-ce que 2013 a été une année similaire aux autres ou même meilleure que d'autres années en termes de développement et de nouveaux entrepreneurs? En fait, on a démarré plus d'entreprises qu'en 2012 et plus qu'en 2011. En 2011, on avait démarré 30. En 2012, on avait démarré 27. Donc, on a démarré 37 dans le courant de l'année, ce qui est une excellente nouvelle. Surtout dans un contexte où, généralement, quand il y a pénurie de main-d'œuvre, il y a beaucoup d'emplois disponibles. Les gens, les promoteurs ont le choix entre avoir un emploi au sein d'une entreprise qui va lui payer son salaire de façon régulière et démarrer son entreprise. Fait que ce sont vraiment de très bonnes statistiques. Au niveau des emplois créés, il y en a eu moins, par contre. Et la raison étant principalement qu'en 2012, on a eu plus d'investissements parce qu'il y a eu beaucoup de dossiers de relève d'entreprise. Les dossiers de relève d'entreprise, c'est quand un entrepreneur vient et rachète une entreprise qui est déjà existante. Donc, les emplois maintenus et créés sont souvent plus substantiels parce que l'entreprise est déjà en opération. Alors, on a quand même eu une très bonne année avec la création de 59 emplois. Là. Donc, c'est plus que... Ils n'ont pas créé seulement... Les 37 entreprises n'ont pas créé seulement un emploi chacun. Ils ont créé plus qu'un emploi. On parle de quel type d'entreprise? C'est quoi la dimension des entreprises? Ce n'est pas des grosses entreprises. Généralement, quand une entreprise démarre, l'entrepreneur, le promoteur va créer son propre emploi et après un certain temps, va commencer à engager d'autres individus ou d'autres employés pour pouvoir compléter sa production. Mais ça prend généralement un certain temps. De façon générale, je dirais que pour les 5 premières années, là, ils vont probablement s'en tenir à être juste un employé. Par contre, on a des entreprises qui vont créer leur entreprise, donc pas juste leur emploi. On a quelques-unes qui sont parties, étaient déjà 2. Donc, il y a ce type d'entreprise-là qu'on voit aussi, là, où on va avoir plus qu'un emploi qui va être créé. Bon, si on parle d'entreprises, de petites PME, donc à 1 ou 2 employés ou 3 employés, on parle de quoi? Des entreprises de services principalement? Oui, c'est principalement du service. On a quelques entreprises manufacturières dans des créneaux très, très particuliers. Mais c'est principalement du service et commerce. Quelques commerces, mais pas énormément de commerce. Quel type de service? Je ne vous demande pas de toutes les nommer, de tous les nommer, là, les 37, là, mais juste pour nous donner à peu près une idée de ce que c'est une nouvelle entreprise là, qui a été accompagnée. En fait, on a sorti un répertoire. Ah, bon, ça c'est encore mieux. Oui. Des nouveaux entrepreneurs 2013. Alors, il y a toutes sortes d'entreprises. Là. On a des services de garde, on a des développements d'outils de communication, Carquois, entre autres. On a des secteurs d'échographie, je ne sais pas si vous avez vu, les Bévisions. Alors, c'est le genre d'activité qu'on peut avoir aussi. Je vous dirais que la majorité, c'est dans ce type d'entreprise-là qu'on a. Bon, souvent, le profil qu'on reçoit, on prend l'exemple de l'échographie qui est disponible au Cours Seigneur. Je regarde souvent le contexte. Le contexte, c'est soit une maman qui a été en maternité 2-3 fois, puis là, veut se remettre sur le marché du travail, avait une bonne idée. C'est monsieur qui vient de perdre son emploi, il y a une prime de séparation, il avait une bonne idée il y a 10 ans, pardon, puis là, il se dit, c'est le temps ou jamais. Donc, c'est souvent une circonstance dans la vie qui vient provoquer, dans le fond, le lancement de l'entreprise. Effectivement. Et je dirais que, juste pour vous donner un titre d'exemple, la mesure soutien aux travailleurs autonomes est une mesure où on accompagne des gens qui ont perdu leur emploi. Ouais. Alors, sur les dossiers qu'on a démarrés, là, il y en avait 15 dossiers sur les 37. Dans le fond, presque la moitié. C'était des pertes d'emploi? Les gens étaient admissibles au niveau de la mesure soutien aux travailleurs autonomes. Ouais. Ça veut dire que soit qu'ils étaient sur le chômage ou il y avait besoin, ils étaient sur l'aide sociale. Donc, en principe, il y en a la moitié, là, dans le fond, qui était dans cet environnement-là. De quelle façon vous intervenez
pour que, dans le fond, la flamme s'allume? C'est-à-dire que si vous les accompagnez parce que, bon, ils viennent de perdre leur emploi, est-ce que là, dans le questionnaire, vous leur dites, avez-vous déjà eu une bonne idée? Avez-vous déjà pensé à vous démarrer une entreprise? Je ne sais pas. De quelle façon vous intervenez pour allumer la flamme chez ces gens-là? Là? On a des sessions d'information où on informe les gens sur qu'est-ce que c'est qu'être entrepreneur. Parce qu'être entrepreneur, c'est plus qu'un emploi. C'est vraiment une vocation. Donc, on a des sessions d'information et on a des sessions de formation aussi. En plus, ce qu'on fait, c'est quand l'entrepreneur se présente chez nous, on lui fait passer ce qu'on appelle un test pour savoir s'il y a le profil entrepreneur. Alors, il y a certaines qualités qu'il faut avoir pour être entrepreneur. Donc, on leur fait passer au niveau, puis il est disponible sur notre site Internet d'ailleurs, un test pour voir si vous avez le profil entrepreneurial. Et par la suite, bien là, on l'accompagne dans la préparation de son plan d'affaires. Mais oui, on essaie de susciter, on organise aussi des concours pour essayer de stimuler la flamme entrepreneuriale, entre autres le concours québécois d'entrepreneuriat qui s'en vient. Donc ça, c'est une façon de reconnaître nos entrepreneurs, c'est une façon de faire connaître la vocation d'être entrepreneur. Et c'est quoi les qualités pour être un entrepreneur, pour être qualifié comme étant un futur entrepreneur? Je vous dirais que ça prend beaucoup de passion, ça prend beaucoup de détermination et de persévérance, ça prend une vision aussi de où est-ce qu'on veut s'en aller, et ça prend de la rigueur. Alors, je pense que parce que quand on démarre son entreprise, il y a beaucoup d'étapes à franchir, il y a beaucoup d'obstacles, il faut être capable de se relever. Ça fait partie des entrepreneurs, mais je dirais que la passion aide pour beaucoup aussi parce que c'est des conquérants, généralement, les entrepreneurs. Alors, ça prend beaucoup de passion et de persévérance. Moi, ce qui me frappe beaucoup, puis je fais référence à l'émission des Dragons. Oui. Puis on voit les gens passer et tout ça, puis évidemment, il y a 4 personnes d'affaires qui sont assez aguerries dans le domaine. Puis combien de fois on voit des gens qui ont des bonnes idées, mais on voit que ces gens-là n'ont aucune aptitude, disons, à porter le bébé plus loin. Et on les entend dans les commentaires, dire c'est une superbe idée, mais la personne n'a pas le profil pour porter ça à bout de bras. C'est pour ça que je parlais de rigueur, de persévérance. Souvent, il faut savoir bien s'entourer. Alors, faut aller chercher les outils qui sont disponibles pour vraiment bien structurer son projet. Il faut avoir un financement qui est bien attaché, bien solide, qui va nous permettre de passer pas juste les quelques mois qui s'en viennent, mais les différentes étapes de croissance qu'on doit vivre. Mais ça, est-ce que c'est difficile, justement? On dit, bon, là, vous les accompagnez pour le plan d'affaires et inévitablement arrive la question du financement. Oui. Personne, je ne sais pas, mais vient de perdre son emploi, a une bonne idée, vous avez le plan d'affaires, puis là, il faut convaincre une institution de mettre des sous là-dedans. Oui. Oui, effectivement, c'est la partie qui n'est pas évidente. Il y a ce qu'on appelle le love money, donc c'est la famille ou les proches qui vont contribuer au projet. Il y en a qui vont aller chercher leur REER, il y en a qui avaient du petit accumulé. Mais oui, puis en fait, on aide au démarrage, mais je veux préciser aussi qu'on est là pour la suite des choses. Là. Nos entreprises, là, on les suit minimum pendant 5 ans. Minimum pendant 5 ans. Et sur 5 ans, le taux de réussite est de quoi? Est-ce que généralement, je ne sais pas moi, il y a un 10, 15, 20 qui, après 5 ans, va fermer pour X raison? Normalement, le taux de survie, es-tu bon? Il est excellent. En fait, la moyenne au Québec d'une entreprise, c'est 35 de taux de survie après 5 ans. Donc, si on démarre une entreprise... Beaucoup, ça? Ouais. Non, c'est pas beaucoup. OK. Bien, considérant que nous, on est à 81,6 Ici? Pour les entreprises qu'on a accompagnées. Alors, c'est de là l'impact. Oui, donc c'est juste un pourcentage des entreprises, mais la moyenne est de 35 au Québec. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne serait pas accompagnée, ses chances de survie sont pas mal diminuées. Par contre, si on est capable de mettre des outils à la disponibilité de l'entrepreneur et qu'on le suit sur une base régulière, ses chances de survie augmentent beaucoup. Au Conseil économique, au CLD, on a une équipe qui les aide à démarrer, mais aussi qui les suit. J'ai quelqu'un qui les suit de 0 à 2 ans et de 2 à 5 ans. Est-ce que le processus, parfois, décourage les gens qui sont porteurs d'une bonne idée? Là, c'est le plan d'affaires, puis l'investissement, puis le financement. Puis bon, puis là, des fois, les gens se rendent compte que c'est pas mal plus compliqué qu'ils pensaient. Est-ce que ça, parfois, ça les décourage de voir « Ah, je pensais pas que c'était si dur que ça ». Effectivement. Mais de passer à travers le processus, c'est un bon test. Parce que, quelque part, une fois que l'entreprise est démarrée, ça ne s'arrête pas là. Hein? En fait, je dirais que ça commence, l'entreprise. Alors, si l'entrepreneur ou le promoteur est capable de se rendre et de traverser ces étapes-là qui sont assez ardues quand même et que c'est un processus qui est quand même long, ça donne une bonne indication sur quelle va être sa persévérance et ses chances de succès après, une fois que l'entreprise est démarrée. Quels sont les bienfaits pour une région comme la nôtre de créer de petites PME à 1, 2, 3 employés? Je me rappelle,
Bon, dans les années 80, on avait des commissaires industriels, puis là, on visait donc, hein, comme à l'époque d'Orlicon. L'idée, c'était d'aller chercher des usines qui avec 200, 300, 500 employés. Puis à un certain moment, il y a eu les récessions et tout ça. Puis, finalement, on a pointé dans une autre direction. Bref, aujourd'hui, en 2014, c'est quoi l'avantage pour une région comme la nôtre d'avoir ce genre d'entrepreneurs? Moi, je pense qu'il faut avoir un tissu économique qui est diversifié. Ça prend de la grande entreprise. Notre plus gros employeur, c'est Thomas & Betts avec 700-800 employés. Mais ça prend aussi de la relève. Ça prend des petites entreprises qui éventuellement pourraient devenir plus grandes. Puis on a des beaux exemples sur le territoire. DLL, c'est parti avec la mesure de soutien aux travailleurs autonomes. Il était seul, M. Leblanc, quand il a démarré son entreprise. Il y a Remco Air aussi. Oui, même exemple. Batrinatec. C'est Nathalie, elle est partie seule, son projet avec son conjoint, si je me souviens bien. Alors, il faut avoir des entreprises qui démarrent et certaines d'entre elles vont passer du statut de micro-entreprise à un statut de petite et éventuellement de moyenne. Et je vous dirais que en Montérégie, si on regarde les entreprises qui sont sur le territoire, des 1 à 4 employés, c'est à peu près 50 du tissu entrepreneurial qu'on a sur le territoire. Alors, il y a beaucoup de micro-entreprises. Idéalement, il faut avoir un petit peu de tout et les voir progresser. Est-ce que l'explosion démographique de la Montérégie, l'étalement urbain, les gens qui sont tannés de quelqu'un qui a travaillé à Montréal pendant 20 ans puis qui dit là, c'est pas vrai que je vais me taper ça encore pendant 20 ans, est-ce que ça aussi, est-ce que l'accroissement de la population vient créer des opportunités de faire des affaires en Montérégie? On n'a pas sorti de statistiques à cet effet-là. C'est un bon point. Possiblement que oui. C'est sûr que pour certains individus, certaines personnes, le fait de devoir rester pris dans les embouteillages, dans les travaux, ça peut devenir une motivation pour pouvoir démarrer son entreprise. Mais il y a parfois des opportunités qui se présentent. Un concours de circonstances. Ça peut être tout simplement, comme un des projets qu'on a actuellement, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, en principe, devraient prendre leur retraite bientôt. Alors, quand on parle de micro-entreprise, peut-être que l'autre option aussi serait d'acheter une entreprise. Et dans un contexte où on est tanné de faire la navette entre Saint-Jean et la grande ville, bien, peut-être que l'achat d'une entreprise pourrait être une belle façon de démontrer sa vocation d'entrepreneur. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup. C'est un plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle à nouveau de La Voix, parce qu'il y a une deuxième concurrente issue de la région. Elle est de Chambly. Elle s'appelle Mélina. Elle a été repêchée par l'équipe Marc Dupré. On la reçoit à l'instant. Évidemment, le rendez-vous télévisuel, ces temps-ci, c'est La Voix. On l'a vécu aussi l'an dernier. Et ce qui est toujours attrayant, c'est de voir que notre région est bien représentée. À la première édition, on l'avait vu avec Jeffrey Piton, Félix-Antoine Couturier. Et là, on sent que la deuxième édition de La Voix également nous réserve des surprises. On a eu la semaine dernière Valérie Dore, qui est originaire de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui était avec nous. On a vu également dans les clips d'ouverture 2 têtes d'affiche qu'on connaît ici, Valérie Lahaye, Thomas Hodgson, qu'on va peut-être revoir dans les semaines à venir. On a une jeune fille originaire de Chambly qui, elle, était là dimanche dernier. Il s'agit de Mélina Laplante. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. On le sait que les 9 premières émissions sont déjà préenregistrées. Vous êtes soumis à des ententes de confidentialité. Est-ce que c'est dur de garder le secret entre l'enregistrement de ta performance et ce que nous, on a vu dimanche? C'est très dur parce que, autant pour la famille, on ne veut pas étendre la nouvelle trop parce que, bon, de bouche à oreille, ça se passe. Fait que c'est sûr que c'est très, très difficile de garder le secret. En même temps, c'est plaisant parce que quand ça passe à la télévision, c'est le fun de voir son monde être surpris puis recevoir des messages de gens que ça peut faire 10 ans qu'on n'a pas vu ou ni parlé. Puis, « Hey, je t'ai vu à La Voix. » Puis, fait que... Mais oui, c'est dur. Parle-nous de toi. T'as quel âge, premièrement? J'ai 19 ans. Bon, originaire de Chambly? Oui. Tu habites toujours à Chambly? Oui, en fait, la première maison que j'ai eue, c'est la même que je vis encore dedans là, donc oui. Bon.
Comment s'est présenté le concours de la voix? Qui t'a invité à participer? Est-ce que toi-même, l'année dernière, je ne sais pas, c'est quoi ton contexte? Qu'est-ce qui fait que tu as posé ta candidature cette année? En fait, l'an dernier, j'avais fait les pré-auditions. Ça se passe vers la fin de l'été. Ouais. Puis, donc, il y a une présélection. Je n'avais pas été choisie pour les auditions à l'aveugle. Puis, j'avais été déçue parce que je pense que j'étais plus dans cet univers-là. J'avais encore plus envie de le vivre. Versus cette année, c'est plus mon entourage qui m'ont poussée à me représenter. Moi, je n'ai pas plus qu'il faut, même si je trouve que c'est une belle expérience de vie. Puis, ça a porté fruit, puis je suis vraiment contente. De mémoire, je pensais quoi? C'est 5000 concurrents, hein, je pense. C'est 5300 à peu près. Bon, ouais. c'est quand même pas pire là, de se rendre jusqu'aux auditions à l'aveugle. Et selon toi, qu'est-ce qui a fait la différence cette année dans les pré-auditions? Le choix de chanson est très, très, très important. Je suis allée avec une chanson qui me représente beaucoup. En fait, c'est la chanson que j'ai fait dimanche. C'est la même? Oui, c'est la même chanson. C'est ça me représente beaucoup comme chanson. Puis je peux donner vraiment un paquet de couleurs qu'on retrouve dans ma voix. Donc, je pouvais plus en montrer. Bon, qu'est-ce que tu aimes de cette chanson-là? C'est une chanson d'Adèle, oui. qui est One and Only. Oui. Pourquoi tu avais choisi cette chanson-là? En fait, cette chanson-là, quand elle est sortie sur l'album d'Adèle, je pense que je l'avais écoutée 2 fois avant de commencer à la chanter. Donc, je ne me suis pas approprié les patterns, excusez mon anglicisme, vocaux que Adèle a dans la chanson. Je me la suis prise appropriée à ma façon, puis je la chante depuis. Donc, je savais que c'était une chanson où je pouvais vraiment montrer qui j'étais, montrer qu'est-ce que je peux faire avec ma voix en restant moi-même. Premier cours de piano à l'âge de 4 ans. Oui. Puis tu as commencé à chanter vers l'âge de 12 ans. Ça s'était passé comment? En fait, j'ai toujours chanté. Ma mère, un peu le même chemin de vie que moi, elle a fait du piano puis du chant. Puis, en fait, ma mère m'avait toujours dit que je ferais une bien meilleure chanteuse si je savais jouer d'un instrument. Donc, j'ai joué du piano pendant 8 ans. Puis, à l'âge de 12 ans, j'ai dit, je pense que je vais faire une assez bonne chanteuse. Bon. Entre 12 et 19 ans, qu'est-ce que tu as fait en musique, en chant? Tu as participé à des concours? Bref, c'était quoi ton parcours durant ces années-là? En fait, quand je suis rentrée au secondaire, j'ai commencé à prendre mes cours de chant. Puis, en secondaire 3, j'ai joint... En fait, en secondaire 2, j'avais joint la chorale Relève, qui appelle. Donc, on faisait des concerts de Noël, dont un avec Nathalie Choquette. Puis, en secondaire 3, j'ai joint la Capella. On fait des concours internationaux avec Heritage Festival. Donc, c'est aux États-Unis, par exemple, New York, Washington, Boston, Toronto. Puis, on rencontre beaucoup de chorales. On rencontre aussi des artistes du milieu. On a rencontré à Toronto Kelly Lee Evans, qui est une chanteuse jazz. Fait que c'est vraiment une grosse expérience. Bon, tu as aussi participé à des événements comme Juste pour rire également? Oui, en fait, ma mère faisait partie de la chorale de la radio de Radio-Canada. Puis le chef de chorale m'avait invité pour chanter pour un gala de Grégory Charles puis un gala de Laurent Paquin. Parle-nous de ton idole. C'est Whitney Houston? Oui. Pourquoi? En fait, Whitney Houston, quand elle chante, du moins, je ressens vraiment ce qu'elle transmet par ses chansons. Elle avait une voix qui était extraordinaire, puis ça me touche vraiment droit au cœur, puis des voix qui me touchent directement au cœur. Parle-nous de ta prestation, parce que malgré toute l'expérience qu'on peut avoir, même la semaine dernière, on avait Valérie Dore en entrevue, qui roule sa bosse dans le milieu depuis 10-15 ans, et elle me disait que c'était le moment le plus stressant de toute sa vie, parce que là, tu es dans un studio de télé, en plus là, les 4 juges ont le dos tourné, mais il y a quand même un public qui est là. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu rouvres la porte et que tu te montes sur scène? Mais c'est vraiment un cheminement. En fait, on a eu une répétition avant l'audition. Donc, on a eu la chance de voir la scène, un peu les lieux avec le public, les chaises des coachs. Fait que ça nous aide un peu à nous mettre dedans. Le band est extraordinaire. Donc, ils nous aident aussi beaucoup, ils nous soutiennent énormément. Donc, quand moi je suis rentrée, j'ai commencé par regarder qui était assis où. Okay. Puis après ça, j'ai regardé le public. Puis après ça, on s'avançait dans le carré, puis là, le band partait. Fait que ça s'est fait naturellement. Bon, quand la chanson part, est-ce qu'il y a une certaine anxiété à se dire, y en a-tu un qui va se tourner? Est-ce qu'on y pense pendant qu'on chante? Et s'il ne se tournait pas? Bien, c'est sûr qu'on veut vraiment, vraiment que ça marche. C'est certain qu'on y pense énormément. Moi, je voulais pas trop y penser parce que c'est dans ces cas-là que ça influence beaucoup la performance. Ouais. Mais veux pas, tu te dis après tous les efforts, tu veux qu'il se retourne. Le premier qui s'est tourné, c'est Marc Dupré, celui que tu as choisi. Oui. Et j'ai vu, parce que la caméra s'est tournée, dès que Dupré s'est tourné, j'ai vu dans ton visage, là, il s'est passé de quoi, là? Non, mais il s'est vraiment passé de quoi dans tes yeux, là? Bien, ça a toujours été un de mes idoles aussi. Mais c'est c'est un soulagement, c'est une joie, Bien, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, OK, je suis à ma place, tu sais, je suis pas ici pour rien, là. Bon, et puis, pas longtemps après, Lapointe et Cormier se sont tournés. Oui.
pas Isabelle Boulay. Toi, tu as vécu ça comment quand les autres se sont tournés, puis Isabelle qui ne s'est pas tournée? En fait, je pense que dès le moment où Marc s'est retourné, j'étais hyper contente que Louis-Jean puis Éric se retournent, mais je pense que mon choix Était déjà fait au préalable? Un peu, oui, parce que mon univers musical ressemble pas à celui de Marc, puis il y a comme eu une connexion qui s'est faite, je crois, naturellement. Puis, je sais pas, je me sentais appelée à aller avec Marc, donc... Bon, évidemment, on ne connaît pas l'issue des autres émissions. On sait que tu te rends au duel, pardon. Duels, oui. Au duel. Après ça, toi seul sais si tu passes les duels. Oui. On verra ce que l'avenir va nous réserver dans les prochaines productions. Ultimement, si tu te rends à la fin, là, après ça, on est dans des directs où c'est le public là, qui choisit. Mais là, les 9 premières émissions sont enregistrées. Donc, peu importe le sort que l'émission va te réserver, une fois l'expérience terminée, qu'est-ce que tu penses que ça va t'apporter l'été prochain, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans? C'est quoi ton plan de match? C'est quoi ta vision? C'est quoi ta carrière? Qu'est-ce que tu veux faire? Mais moi, dans la vie, je veux vraiment vivre de ma musique. Je veux faire des albums, des tournées. Je gagne une expérience de scène incroyable en faisant la voix. Ça me donne une visibilité aussi. Comme ça, je sais quand je vais sortir. Parce que moi, je compose. Donc, si je sors des chansons, je sais qu'il va y avoir des gens qui me suivent, qui vont être au courant, puis qui vont passer le mot. Puis, je pense que c'est très gratifiant que je me rende à la fin ou pas. Là. Bon, c'est quoi l'impact de la télé? 2,7 millions de téléspectateurs. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi à partir de dimanche 22h? Est-ce que ton Facebook a explosé? Est-ce que tu as reçu des appels, des courriels, des textos? En fait, c'était même avant 22h parce que moi, j'étais la deuxième dans l'émission passée. Puis je dirais tout de suite après ma performance, mon téléphone cellulaire, le téléphone de la maison, le téléphone cellulaire de mon père et celui de ma mère, tout sonnait en même temps. Mon téléphone n'arrêtait pas de faire des bruits de Twitter, de Facebook. Ça rentrait, ça n'avait aucun bon sens. Je pensais virer folle. Mais c'était vraiment, vraiment le fun aussi parce que on reçoit des messages de personnes qu'on n'a pas vues depuis 5 ans qui nous disent « Oh mon Dieu, hey, je t'ai vu, puis c'est incroyable, bravo! » Puis ça touche beaucoup. Oui. Donc, toi, tu veux faire quoi? Tu veux composer tes chansons? Oui. Tu joues toujours le piano? Oui. Tu peux t'accompagner en jouant? C'est tout ça que tu veux faire? Oui, puis je joue un peu aussi la guitare, pas autant. J'ai pas pris de cours, en fait, mais... Bon, tu veux faire du français, de l'anglais? Ben, en fait, je compose uniquement en anglais, mais je veux composer en français. C'est juste que c'est... En tout cas, du moins pour moi, c'est plus difficile dans le moment, mais... Pourquoi c'est plus facile en anglais pour toi? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Je crois que les bilingue images... parfaitement? Es-tu... Ben, parfaitement, je sais pas à peu près. Là. Mais est-ce que les origines familiales... Non. Pas du tout? Non, j'ai écouté beaucoup de télévision en anglais, puis je sais pas, mon oreille... OK. Mais non, c'est ça. Je veux vraiment composer en français, puis je commence tranquillement à mieux... Puis ton style, tu le définirais de quelle façon? Parce que là, tu as chanté du Adele, tu dis « mon idole, c'est Whitney Houston tu composes. C'est quoi ton style? Mais je suis pas mal blues dans mon style. Plus comme un blues, R&B, pop. C'est pas mal ça ma branche. Mais j'aime bien faire du jazz aussi. Puis j'aime ça toucher à plein de styles, mais si on me disait un style qui est vraiment moi, ça serait le blues. Bon. Est-ce que, évidemment, il y avait la famille immédiate qui t'accompagnait, mais est-ce qu'il y avait des gens dans la foule également qui étaient là pour toi ce soir-là? Il y avait ma marraine et mon parrain, oui, qui étaient dans la salle. En fait, la sœur de ma mère avec son mari. Puis sinon, non, il n'y avait pas d'autres personnes. Donc, eux aussi avaient signé des ententes de confidentialité. Oui, ils ont eu. Donc là, si on te tord un bras, ça ne marchera pas, là, c'est ça? Je peux vraiment rien dire. Ça, c'est vraiment le bout qui est très, très, très difficile. Hein? Oui, très. Oui. De garder la confidentialité absolue jusqu'aux prochaines diffusions. Mais ça vient vite. Là, parce que là, il reste quoi? Il reste encore 2 émissions où on fait... Il en reste 3. En fait, il y en a 5 à l'aveugle. Donc, c'est 5 émissions à l'aveugle. Donc, il en reste 3 autres. Ça veut dire que les duels vont commencer dans 4 semaines. Je pense que c'est le 23 février. Les duels sont déjà préenregistrés. Oui. C'est la suite qu'on sépare. Oui. On verra ce que l'avenir nous réserve. Écoutez-nous. Donc, Chambly peut être fier donc, de Mélina Laplante, qui est une concurrente cette année à la 2e édition de La Voix, dans l'équipe de Marc Dupré. Merci. Bonne chance. Merci. Reste avec nous au retour, le Babillard quotidien. Le Centre de santé et de services sociaux vous rappelle que le vendredi 21 février, c'est le congé férié, c'est prévu dans la convention collective. Donc, il y a différents services qui sont fermés, notamment les centres de prélèvement, la CLSC Vallée du Richelieu et celui de Richelieu. À chaque semaine, on vous présente une émission qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous présente des extraits des travaux du conseil de ville. Évidemment, si vous l'avez manqué, elle se retrouve sur Internet. Sinon, vous avez la grille horaire qui apparaît actuellement à l'écran.
On vous rappelle également qu'à tous les dimanches matins, 9h30 en direct au câble 9, c'est le Télémingo, 3 500 $ en prix à chaque semaine, dont la carte pleine qui est à 2 000. Si vous désirez acheter vos livrets durant la semaine sur le territoire des deux MRC, au Richelieu et Rouville, vous avez à peu près 35 dépositaires qui vendent les livrets en question. Pour obtenir la liste, vous allez sur le site de la télé ou vous téléphonez ici même. Télé du Richelieu, voici nos coordonnées. Pour me joindre par courriel Éric Latour à commercial-tvhr9.com. Visitez notre site Internet pour voir nos entrevues en format YouTube. Donc, si vous avez des appareils Apple, les iPhones, les iPads, ça va fonctionner. On vous invite également à nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Et ériclatour.com, c'est diffusé tous les jours de la semaine, lundi au vendredi, 10h, 17h, 22h, 1h30 la nuit. Et en rappel, le dimanche, à partir de 16h, on vous diffuse les 5 émissions, les 10 entrevues de façon consécutive. À demain. Bye-bye.